Allô? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral? Tout va bien? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 8e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez maintenant, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler du Ségur du numérique, programme emblématique de la politique du numérique en santé en France. 3 ans et demi après son annonce, une simple question, où en sommes-nous? La quasi-totalité des logiciels sont à jour, mais il y a un sacré retard quand même dans l'usage des médecins libéraux. Quelles en sont les raisons? Quels sont les points de blocage? Pour répondre à ces questions, on accueille aujourd'hui Madame Ella Gariani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée ministérielle au numérique en santé et le docteur Sandra Malak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de projet Ségur numérique à la délégation ministérielle au numérique en santé. Également à mes côtés, Laurent Debastard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la commission e-santé à l'URPS Île-de-France. Alors, une simple question, toute bête pour débuter cette discussion, mesdames. Je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole en premier, mais finalement, le Ségur numérique, c'est quoi ? Alors le Ségur numérique, c'est un programme historique d'investissement massif pour faire évoluer les logiciels qui sont utilisés au quotidien par les soignants en France. L'objectif, c'est de faire en sorte de permettre à ces logiciels-là de fonctionner, on va dire de manière interopérable, on reviendra un petit peu sur ce terme peut-être, mais grosso modo, tout bêtement pour permettre aux professionnels de partager entre eux et avec leurs patients de manière fluide et sécurisée les données de santé. Avec de votre côté, quel objectif ? Notre objectif principal, ça a été de faire en sorte que, pour l'ensemble du parcours de soins des patients, les usagers puissent récupérer leurs données de santé. Avec ce principe de dire, les données de santé, à partir du moment où je les récupère, elles peuvent me permettre à moi, en tant que patient, d'être plus proactif, plus actif dans mon parcours de soins. C'est mon droit, en tant que patient, de récupérer mes données de santé. Mais aussi, avec un objectif secondaire, qui est de faire en sorte que cette donnée, une fois disponible aux patients, soit bien évidemment consultable et accessible par les professionnels qui interviennent dans le parcours du patient, qui prennent en charge le patient. Docteur Malak, vous voulez ajouter quelque chose ? Vous avez certainement entendu parler de la création de Mon Espace Santé, donc ce carnet de santé numérique qui existe maintenant pour tous les Français qui ne s'y sont pas opposés. Donc actuellement, on a plus de 95% des Français qui disposent d'un Mon Espace Santé. Et donc, ce coffre-fort numérique des patients, où ils ont toutes leurs données de santé, où ils peuvent les avoir, l'objectif c'est qu'ils y soient, justement, ces données de santé. Et donc, pour faire en sorte que ces données de santé y soient, il fallait mettre à jour les logiciels des professionnels de santé de toute la France, de tous les couloirs, aussi bien ceux de l'hôpital, que de la biologie, que de l'imagerie, évidemment de la médecine de ville. Donc, les faire monter en compétences pour qu'ils puissent permettre que quand un document est produit et remis au patient, il puisse également venir alimenter de façon simple et fluide Mon Espace Santé pour que les patients en disposent et également pour qu'il puisse servir à la coordination des soins. Bon, alors l'objectif, l'envie, l'ambition, ça on a compris. Après, il y a la réalisation. Il y a les faits sur le terrain et c'est là que je me tourne vers Laurent. Effectivement, est-ce qu'il y a eu quelques éléments, quelques points de blocage dans cette grande mise à jour logicielle du côté des praticiens en tout cas ? Ouais, les praticiens libéraux, parce qu'en fait, on partage pleinement le constat et puis la stratégie, c'est-à-dire nous médecins, on a besoin d'avoir en effet des outils qui permettent d'être interopérés avec les autres professionnels, médecins et puis autres professionnels de santé, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir prendre en charge au mieux les patients, que les patients ont besoin aussi d'avoir en effet leurs données. La difficulté, c'est que finalement, on a été un petit peu les bêta-testeurs de ce Ségur numérique. L'URPS a fait 2 enquêtes qui ont mis en avant ça, c'est-à-dire que la difficulté, les bugs, la perte de temps aussi dans l'usage et l'utilisation de ces outils, et ensuite ce qu'ils ont aussi déploré, c'est que finalement ce qui est important pour par exemple un médecin, c'est d'avoir l'imagerie ou d'avoir de la biologie, et que il n'y a pas eu de contrainte sur finalement les laboratoires, et beaucoup ne font pas basculer leurs résultats soit sur le DMP, sur la messagerie sécurisée, etc. Donc alors que c'est quand même quelque chose d'essentiel. On sait que le laboratoire,
Le laboratoire, c'est le b.a.-ba finalement de l'interopérabilité entre les professionnels de santé. Et ensuite, c'est aussi les services d'urgence. Aujourd'hui, les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, n'ont pas basculé du tout dans le sécurité numérique. Et pourtant, les professionnels ont besoin de savoir, quand le patient a été hospitalisé, de recevoir ces informations, savoir il a été aux urgences, il a eu un certain nombre d'examens biologiques, etc. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc finalement, c'est essentiellement les médecins libéraux qui essuient les plâtres, et c'est ce qui a été un petit peu déploré parce que ça a été difficile, compliqué, une perte de temps souvent au départ, mais en tout cas, ils sont très motivés et ils l'ont montré dans les deux enquêtes, en tous les cas, qu'ils étaient intéressés et ils souhaiteraient être plus associés. Et dans le cadre, par exemple, aussi des bêta-tests que l'URPS met en place. Peut-être d'abord un élément de réponse sur ce que dit Laurent sur le premier point de blocage, c'est-à-dire il aurait fallu embarquer tout le monde, finalement. Alors, première chose, du coup, je pense qu'il y aura peut-être des éléments à recouper parce que ça fait beaucoup trop de questions en une seule et on va, si vous en êtes d'accord, repartir en plusieurs temps sur ce qu'est le Ségur et la façon. Donc le Ségur, la façon dont ça fonctionne, c'est un mécanisme assez unique sur le plan légal, assez élégant en termes de construction, où en fait l'État vient payer la mise à jour d'un logiciel, d'un professionnel ou d'un établissement. Pour le compte du professionnel et de l'établissement auprès de son éditeur. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire une coût zéro. Pour le médecin. Zéro, sous un certain nombre de conditions. Donc, pour la mise à jour des fonctionnalités Ségur, le coût, c'est zéro, si ce n'est donc la notion possible de rattrapage dans le vétusté de logiciels antérieurs. On a fait appel à ce dispositif assez particulier, et c'est la première fois en France, ce dispositif européen qui s'appelle le SONF, le système SONS, système ouvert et non sélectif, où donc l'État vient payer l'éditeur pour une prestation définie par l'État pour le compte d'un professionnel ou d'un établissement. C'est l'ensemble du secteur de la santé qui a été couvert par ce Ségur. Donc, à la fois, évidemment, la médecine de ville, c'est l'objet du jour, mais également des couloirs, nous on appelle ça des couloirs, mais donc sanitaires à l'hôpital, en biologie et en imagerie également. Peut-être, pour revenir justement à l'ambition qu'on partage, comme vous l'avez dit, si on veut faire en sorte de mettre en place un système global qui permette le partage des données de santé, on était obligé d'adresser les éditeurs dans leur exhaustivité. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce système inédit, ce mécanisme juridique inédit que décrivait Sandra, pour faire en sorte de mettre à jour de manière vraiment systémique, entre guillemets, l'ensemble des secteurs d'activité dans le champ de la santé et de faire en sorte que ces logiciels soient en capacité de se parler. Là où je suis d'accord avec ce que vous disiez juste avant, c'est que dans la phase de déploiement de ces logiciels-là, on a rencontré des difficultés. Ces difficultés, elles nous ont aussi appris sur ces mécanismes de négociation, de discussion avec les éditeurs, et effectivement, on a par la suite, en fait, vu parfois des raccourcis qui avaient pu être pris par les éditeurs, aussi parce que de leur point de vue aussi, cette démarche était inédite et donc ils ont dû, pour aller au plus vite sur le terrain, faire ces propositions et ces bons de commande auprès de leurs professionnels, développer de manière très très rapide des évolutions techniques qui étaient un petit peu compliquées à assumer pour eux, et ça nous a amené pendant le premier trimestre de l'année 2023 à ces bugs qu'on a effectivement rencontrés sur le terrain. Et moi j'ai beaucoup apprécié la démarche de l'URPS de faire cette évaluation en fait de la perception que pouvaient en avoir les professionnels. Ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs quand vous nous avez partagé ces résultats à reprendre attache avec ces éditeurs en toute sincérité, à leur mettre une pression d'enfer tout au long de l'année 2023 pour s'assurer que les logiciels fonctionnent mieux. Donc on a collectivement identifié qu'il y avait eu des difficultés. Je reprendrai pas l'ensemble des points de l'enquête parce qu'elle est très complexe et complète et on la mettra en lien sous l'épisode, mais il y a quand même quelques éléments qu'on n'a pas mis en avant et sur lesquels je souhaitais vous interroger, notamment un élément assez bête, assez simple. Finalement, il y a pas mal de médecins interrogés qui répondent que le principal point de blocage, c'est le manque d'informations finalement sur l'existence de ce Ségur du numérique. Vous n'avez pas pensé à faire un gros plan de communication auprès des médecins
pour justement, non pas les forcer, mais leur dire ça existe, ça vous coûte rien, ça va pas être si compliqué. Ok, il y aura des bugs au début, c'est sûr, parce que on fait toujours du retour sur expérience, mais voilà, allez-y quoi. Ouais, en fait, je te laisserai compléter Sandra, mais en fait, on a fait un énorme plan de communication, c'était en 2022, notamment pour accompagner la phase de commande, mais c'est clair qu'après, quand on a commencé à en discuter avec les acteurs de terrain, on s'est rendu compte que les canaux qu'on avait utilisés, je pense notamment aux médias classiques, on a fait des campagnes d'affichage, on a fait des campagnes de vidéos sur les médias qui ciblaient les professionnels de santé, et on s'est effectivement rendu compte que, en tout cas, du côté de la médecine de ville, ça avait pas touché la cible, et c'est pour ça qu'on teste d'autres médias, notamment avec vous aujourd'hui sur le podcast, pour parler de ces sujets numériques en santé, parce qu'on sait que voilà, ils concernent tous les professionnels, et c'est important que les professionnels soient embarqués et effectivement informés sur ce qui va changer dans les logiciels qu'ils utilisent au quotidien dans leur cabinet. Donc il y a quand même 51 000 médecins. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 70 à 80% des médecins libéraux qui ont bénéficié de cette mise à jour Ségur, donc prise en charge par l'État. Et actuellement, donc ça fait de l'ordre de 80% de l'ensemble des structures de médecine de ville qui bénéficient d'un logiciel avec les fonctionnalités Ségur. Donc maintenant, on sait aussi à quel point les médecins sont sollicités et à quel point ils ont beaucoup de choses à faire et à penser, et du coup ils n'ont pas toujours la disponibilité d'esprit pour intégrer toutes ces informations. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on revient vers tous les canaux possibles, selon toutes les modalités pour les informer sur tous ces éléments qui sont finalement au cœur de leur pratique. Oui, parce que en effet, nous on partage encore une fois pleinement la stratégie. Je pense que c'était la bonne et c'est celle qu'il faut, c'est-à-dire en termes de santé publique, d'avoir l'État qui normalise un petit peu tous ces canaux vis-à-vis des éditeurs de logiciels. C'était vraiment ce qui était important. La difficulté, c'est qu'en effet, il y a eu des informations qui étaient très partielles en fait des éditeurs, qui parlaient uniquement mais sans que les médecins comprennent que vers quoi ça allait les amener. Et puis du point de vue de l'agence, c'était aussi autre chose où ça pouvait être la Caisse d'assurance maladie aussi qui a communiqué un petit peu, mais qui permettait pas aux professionnels de santé de comprendre exactement ce vers quoi on allait. Par exemple aussi, ce qui aurait été pas mal, c'était sur l'INS, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, donc nos confrères savent un petit peu. Il s'agit donc de ce numéro unique pour chaque patient, pour pas qu'il y ait des doublons, des triplons, etc. Et que autour de ce numéro unique, tous les documents puissent arriver dans le DMP du patient et sur l'espace numérique du patient. Là, on a demandé aux médecins de contrôler en fait finalement l'identité sans que les patients aient été informés. C'est ça aussi qu'on a regretté. Il y aurait eu une communication vis-à-vis des patients, ça aurait été moins compliqué pour les professionnels de pouvoir demander ces documents et de pouvoir contrôler cet INS. En fait, l'identité nationale de santé est obligatoire pour le partage des documents de santé depuis le 1er janvier 2021. Donc la loi nous l'imposait déjà en théorie tous. Puis en pratique, comme nos logiciels ne le faisaient pas toujours ou que c'était pas bien intégré, on ne faisait pas. Là, d'un coup, avec la mise à jour Ségur, c'était sous notre nez dans notre logiciel, donc il fallait bien le faire. Et effectivement, les référentiels d'identité-vigilance disent que pour s'assurer de l'identité d'une personne, il faut vérifier son identité. On ne parle pas de contrôle d'identité parce qu'effectivement, les médecins ne sont pas des policiers assermentés pour contrôler l'identité, mais juste pour vérifier la cohérence de cette identité, en sachant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une vérification à visée de contrôle de fraude, parce que simplement, si on n'est pas sûr de l'identité d'un patient, on va pas partager les documents dans mon espace santé et on va pas l'associer à ce numéro unique qui est censé être le traceur de son identité numérique. Est-ce que c'est aux médecins de faire ça ? En pratique, ça peut tout à fait être le secrétariat qui font ça. Par exemple, dans les hôpitaux, c'est au niveau de la gestion administrative des patients que c'est fait. C'est vrai que c'est tout à fait possible et d'ailleurs on le souhaite que ça puisse être délégué au secrétariat dans les cabinets médicaux qui en disposent, et donc pour ce faire, les secrétaires peuvent disposer de cartes qu'on appelle CPE, nominatifs, qui leur permettent de réaliser cette opération, et elles sont en capacité de le faire, nos secrétaires et assistantes. Donc nous, on n'a absolument aucune difficulté à ce que le médecin délègue et que le médecin lui-même se ressente sur des activités médicales. Pour autant, évidemment, quand le médecin est tout seul dans son cabinet, c'est lui qui rentre les informations administratives du patient et qui fait cette tâche. Donc la question s'est posée, que faire dans le cas où le médecin connaît très bien son patient. Parce qu'on a entendu votre retour, vous nous disiez, mais en fait, la vérification du document d'identité, au-delà de l'action qui prend du temps, c'est en quelque sorte une rupture du lien de confiance que j'ai avec mes patients, et donc je ne suis pas prêt à faire cela. Le cabinet est un lieu de confiance, et donc je ne suis pas là pour vérifier. Si vous connaissez votre patient,
et pouvez vous-même attester de son identité, eh bien, plutôt que de choisir passeport ou carte d'identité, vous pouvez dire « j'atteste de l'identité du patient » et donc la qualifier directement. Je pense que sur ce sujet-là, c'est exactement l'exemple typique des... En gros, on a besoin, pour permettre le partage fluide et sécurisé des données de santé, de vérifier l'identité du patient au moins une fois. Et donc, oui, ça passe par cette action qui a été demandée aux professionnels de santé et qui a, en fait, découle directement d'une obligation juridique et qui a été construite par des experts de type, sur des questions d'identito-vigilance avec des degrés d'expertise qui peuvent parfois être un peu éloignés de l'expérience concrète du praticien dans son cabinet sur le terrain. Et donc, c'est typiquement ce qui s'est passé courant 2023, au début de l'année, où, pour le coup, les professionnels de santé dans leur cabinet ont commencé à nous dire « Non, mais vous vous rendez compte, c'est absurde ce que vous nous demandez de faire ». Et là, très vite, on s'est remis autour de la table avec les juristes, avec les experts d'identité-vigilance, avec les professionnels de santé qui nous faisaient ces retours-là, pour justement réajuster et retrouver une sorte de voie de passage qui nous permette collectivement de pas réduire le niveau d'ambition sur le principe qu'on partage tous en termes d'enjeux pour le patient et pour des enjeux de santé publique, tout en mettant en place des mesures pragmatiques pour le faire. Typiquement, le professionnel qui connaît son patient, il a une mesure d'exception. En fait, c'est très simple. Le patient arrive, on ouvre le dossier, on met la carte vitale, ça appelle le téléservice, on dit c'est mon patient. Et dans l'immense majorité des cas, ça arrive à qualifier l'INS grâce à cette procédure d'exception, à cette fluidification technique, de façon finalement assez routinière. Donc à partir de cette première version effectivement logicielle, vous avez retravaillé, réajusté en fonction des remarques, et c'est normal sur l'ensemble des logiciels qu'on déploie pour le numérique, en fonction des remarques faites notamment par l'URPS. Moi, je voulais passer à une deuxième partie, peut-être à l'adresse de ceux qui n'y sont pas encore passés. C'est-à-dire que là, vous dites 51 000 médecins ou professionnels de santé ont dit « Ok, je commande ». Il y en a d'autres que vous voulez embarquer. Je ne suis pas encore passé à ce logiciel. Comment je fais très concrètement ? Dans le cadre du dispositif SONS, il y a 14 éditeurs en premier lieu qui sont venus passer ce cahier des charges, 14 éditeurs qui sont donc venus chercher auprès des professionnels ces 51 000 bons de commande. À côté de ça, d'autres éditeurs ont dit quand même je veux bénéficier de ce label Ségur. Et donc actuellement, au-delà des 14 premiers éditeurs qui ont bénéficié du dispositif SONS, il y a 25 autres éditeurs de logiciels. 25. Donc actuellement, on a 39 logiciels référencés Ségur et il y en a encore d'autres qui sont en cours. Donc 25 autres éditeurs qui sont venus chercher ce label et qui l'ont proposé, indépendamment de la prise en charge du Ségur, à leurs clients. Donc le boulot des petits 40 éditeurs, parce que c'est 39 à l'heure actuelle, c'est d'aller voir chacun de leurs clients médecins et de leur dire « Je suis référencé Ségur, je vous accompagne, je vous forme dans le passage » vers le Ségur du numérique. C'est ça ou pas ? Alors, après, du coup, au-delà des 40 éditeurs, bientôt 40 j'espère, au-delà des 40, il y a des éditeurs qui avaient obtenu des bons de commande de mise à jour Ségur pour une partie de leur parc et pour des soucis de rationalisation de leur parc, en fait, qui ont proposé la mise à jour Ségur à l'ensemble de leurs clients. Donc, par exemple, pour un éditeur qui a au total 10 000 clients, a pu obtenir des bons de commande auprès de 5 000 des clients et au final, quand même, proposer la mise à jour Ségur aux 5 000 autres clients. Je reprends un tout petit chiffre de l'enquête URPS, il y a un tiers des médecins qui veulent pas faire la mise à jour. Pourquoi ? Je pense que c'est aussi en lien avec ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le manque d'information, et c'est pour ça que on vient ici aujourd'hui pour rappeler un petit peu l'ambition et à quoi est-ce que ça sert de mettre à jour son logiciel. En gros, les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est de permettre aux professionnels d'envoyer les données aux patients, on l'a dit, mais aussi demain de consulter ces données de façon fluide, sécurisée, d'avoir uniquement les dernières informations à jour dans le dossier médical du patient qui s'affichent pour le professionnel. On a aussi des grosses exigences en termes de sécurité des systèmes d'information. Les professionnels de santé dans leur cabinet, en fait, ils sont responsables du traitement. Ça veut dire qu'en tant que clients de ces solutions logicielles, ils sont entre guillemets légalement responsables du traitement des données qui passent par ces logiciels-là. Et or, on le sait aujourd'hui, le niveau de sécurité de ces logiciels-là, il n'est pas toujours au niveau, surtout dans un contexte où, on l'entend tous dans les médias et dans la presse, le risque cyber augmente. Nos établissements hospitaliers ont été attaqués. Moi, cet été, je discutais avec une professionnelle de santé en Loire-Atlantique. Des données de son dossier médical, de son logiciel de gestion de cabinet, se sont retrouvées exposées en clair sur Internet, et elle est responsable de ça. Un cas de fuite ou de vol de données, c'est le médecin praticien qui est responsable ? Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité de traitement. Et du coup, nous, tout notre objectif, c'est de faire en sorte que
toujours dans cette logique de discussion avec les éditeurs, on augmente le niveau de sécurité de ces logiciels et c'est tout l'enjeu de la vague 2. Donc, pourquoi est-ce que des professionnels devraient aller vers le Ségur ? Moi, je ne vais pas dire à un médecin, il faut que vous y alliez absolument, etc., etc. Bien sûr, c'est son choix en fonction de son activité, de sa gestion de sa patientèle et de son cabinet de choisir le logiciel qu'il peut être amené à utiliser. Mais 1, c'est pour partager les données aux patients. 2, c'est pouvoir y accéder. Et 3, c'est pour demain aussi voir le niveau de sécurité de son logiciel s'améliorer. Il y a une question dans la salle de Valérie Bonjour, Briol. excusez-moi, Valérie Briol. Plusieurs points. Déjà, merci d'être venu. Merci URPS Commission e-Santé d'avoir mené l'enquête. Et puis, merci surtout d'avoir tenu compte avec cette réactivité pour l'histoire de l'identité. Moi, j'ai entendu, il y a eu quand même des agressions sur les contrôles d'identité, des agressions de professionnels de santé. Donc, ça, c'est grave. Donc, merci d'avoir fait évoluer. Ensuite, je vous entends sur la sécurité. Le Ségur, c'est pas la sécurité. Qu'est-ce qui peut affranchir, je veux dire, un piratage? C'est pas parce qu'on est dans le Ségur, au contraire, il y a une dilution plus grande, ça va sur les boîtes mail des patients, etc. Quel contrôle vous pouvez avoir supplémentaire que nos logiciels qui parfois sont connectés en réseau, donc quasiment jamais piratés, que là, on a peur de ça, en se disant ça va ouvrir sur des données en grand nombre, et puis en plus, on est responsable, mais on n'est pas propriétaire, donc on n'a pas d'endroit qui appartiennent aux médecins. Les données de santé ne nous appartiennent pas, alors que c'est nous qui les produisons. Donc en fait, on a un manque de contrôle là-dessus incroyable. Donc ce qui fait peur aux médecins, ça c'est extrêmement clair. Et puis donc ça, une question là-dessus. Et la deuxième question, ça porte sur, en effet, vous parlez d'une deuxième vague des éditeurs qui ne se sont pas mis à jour au départ et qui proposent. Et moi, j'entends, et puis même aussi personnellement, je vis. On vous propose d'intégrer le Ségur de la santé en vous disant, comme ça, vous aurez des ROSP, super, mais vous allez payer un supplément et un supplément d'abonnement, alors que on a entendu que l'État, justement, finançait cette mise à jour de sorte que les médecins n'aient pas à rajouter à leur abonnement. Donc il y a la question du risque et il y a la question du surcoût. Ouais. Peut-être pour commencer sur la question du risque. Donc déjà, aujourd'hui, le premier enjeu dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, la vague 2 du Ségur, c'est-à-dire la définition des prochaines évolutions qu'on veut voir dans les logiciels de l'ensemble des acteurs de santé, encore une fois de manière très transverse, en médecine de ville, en biologie, en radiologie, c'est de faire en sorte que les professionnels ils puissent accéder aux données de leurs patients, notamment celles produites justement en laboratoire, en radio, en bio ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier objectif. Et on sait que si on veut permettre ça, il va falloir qu'on augmente la sécurité des logiciels qui sont utilisés par les professionnels. Et nous, on prend du coup notre part de responsabilité là-dedans dans la négociation avec les éditeurs, parce qu'on sait que c'est des questions qui sont très techniques. On va pas demander à un professionnel de santé de devenir expert cyber dans les exigences qu'il doit poser à son éditeur. Et donc, c'est nous qui sommes en train de faire cette analyse avec les éditeurs pour leur dire, là maintenant, voici le niveau d'exposition des logiciels que vous vendez à vos professionnels de santé clients. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte d'augmenter substantiellement le niveau de sécurité de ces logiciels ? Ça, on considère que c'est notre responsabilité à nous, avec notre casquette de, on va dire, protecteur des données qui transitent par ces logiciels-là. Donc, ça fait partie de nos préoccupations et des discussions vraiment très concrètes qu'on a aujourd'hui avec les éditeurs dans le cadre de la préparation de la suite à venir. Donc vraiment, si ça vous inquiète ou si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est vraiment au cœur de nos discussions en ce moment même. Ensuite, sur le deuxième volet qui est celui de la prise en charge, je laisserai peut-être Sandra compléter, mais nous, pour mettre en œuvre un mécanisme aussi inédit que celui qu'on a déployé dans le cadre du Ségur, ce qu'on appelle entre nous vague 1, donc ce qui a démarré il y a maintenant 2 ans et demi et qui est en phase de déploiement,
on a dû tenir un calendrier très précis. C'est-à-dire, on a dû dire aux éditeurs, vous devez faire ces développements jusqu'à telle date, puis ensuite vous faire référencer, puis ensuite faire en sorte que vous récupériez auprès de vos professionnels de santé clients des bons de commande, et enfin que vous nous fassiez la démonstration que les logiciels ont été effectivement déployés. Et donc, certains éditeurs n'ont pas réussi à s'inscrire dans ce calendrier, parce que pour certains d'entre eux, ils n'ont pas réussi, voilà, à tenir le rythme, que ce soit sur la partie développement ou même parfois sur la partie déploiement. Sur la partie déploiement, c'est moins le cas en ville, mais ça a été le cas parfois pour la partie développement. Et donc, maintenant qu'on a entre nous clos cette vague 1, on relance les discussions avec les éditeurs pour la préparation de la vague 2, permettre l'accès en consultation des documents, permettre de renforcer la sécurité des logiciels utilisés par les praticiens. Et donc, ça va réouvrir ce cycle de discussion avec les éditeurs et ça va permettre de nouveau aux professionnels de bénéficier d'une mise à jour de leur logiciel. Et ça, à titre gratuit, puisque c'est l'État qui achète pour le compte du praticien l'évolution de son logiciel. Donc pas de surcoût dans le cadre de la vague 2, c'est-à-dire des mises à jour qui vont venir. Une seconde, du coup, quel recours on a quand l'éditeur nous propose de s'inscrire dans le Ségur de la santé, moyennant le surcoût? Je vous l'envoie, il y a une adresse au secours Du coup, il y a effectivement une adresse, mais ce qui est très clair, c'est que c'est dans le cadre d'un bon de commande pour le dispositif SONS que la mise à jour est prise en charge par l'État. C'est-à-dire que si un éditeur, en dehors de ce dispositif SONS, se fait référencer Ségur, il est de sa prérogative et des dispositions contractuelles de demander un reste à charge pour l'installation auprès de ses clients. C'est tout à fait envisageable. Donc, moi, si je comprends bien, soit Valérie, vous êtes équipée d'un éditeur qui n'est pas référencé Ségur et qui ne peut pas demander donc la prise en charge de la vague 2, soit il y a peut-être un effet d'aubaine aussi auprès des éditeurs qui proposent un peu plus dans le package aux médecins et il faut peut-être être vigilant dans ce que propose l'éditeur. En gros, de façon très schématique, je te laisserai compléter Sandra, mais là, jusqu'à présent, ce qu'on a fait jusqu'à décembre de l'année 2023, c'est qu'on a piloté une mise à jour globale des éditeurs. Certains, comme je le disais, n'ont pas réussi à tenir le rythme et du coup, certains peuvent aujourd'hui aller voir les médecins en disant « Ah ben tiens, on est passé à côté » et là, dans ces cas-là, il leur arrive de demander aux professionnels de payer cette mise à jour. Et nous, ce qu'on est en train de préparer maintenant, c'est un petit peu la suite de l'histoire avec la question de l'accès en consultation pour les professionnels et le renforcement de la sécurité de leur logiciel. Et ça, on ouvre du coup une sorte de tome 2 du Ségur avec du coup un nouveau calendrier avec des éditeurs qui vont de nouveau devoir faire des développements, faire valider leurs solutions et ensuite aller voir leurs professionnels de santé clients pour récupérer des bons de commande. Tout ce qui se passe entre les deux tomes, entre guillemets, bah ça aujourd'hui, les éditeurs... Exactement. Les éditeurs, ils peuvent venir vous dire, faut payer entre les deux tomes. Effectivement, il y a un reste à charge. Donc le bilan, c'est qu'effectivement, il faut être vigilant sur ce que l'éditeur propose et si ça entre dans le cadre du Ségur du numérique. Et si il y a effectivement la moindre question, il y a une adresse au secours à laquelle voilà. On mettra peut-être l'adresse dans le lien suite au podcast pour que les médecins soient informés de cette adresse. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y a eu ce dispositif SONS, on pouvait se faire payer son bon de commande Ségur jusqu'au 30 novembre 2022. Et si on signait le bon de commande le 1er décembre 2022, et c'était ballot, on n'était plus pris en charge. Mais dans la vague 2, on va pouvoir permettre non seulement la prise en charge, la mise à jour avec les nouvelles fonctionnalités de la vague 2, dont certaines, je pense, seront très intéressantes pour les professionnels, outre tous les éléments de sécurité qu'a évoqué là. Et puis, du coup, il y aura également un rattrapage pour les médecins qui n'auraient pas pu bénéficier de la vague 1. Il y aura des possibilités de rattrapage de la vague 1, y compris lors de la vague 2. Donc peut-être attendez. Ouais, c'est ça. Donc il est urgent d'attendre. Retenons. Non, parce que les usages n'attendent pas. On veut que le partage se fasse de façon sécurisée. Effectivement, il faut que les médecins soient vigilants et qu'ils vérifient que ça rentre dans le cadre du déploiement Ségur du numérique. Une dernière question avant qu'on arrête. Oui, mais c'est gentil. Docteur Anchou, je suis membre de la commission e-santé, médecin généraliste à Paris. J'ai quand même quelques petites réflexions. Je suis depuis le début dans ce Ségur avec un éditeur qui a joué le jeu. Vous lui avez peut-être
mis un peu trop de pression pour qu'il aille un peu trop vite parce que les bugs ont quand même été innombrables. Vous dites que la phase 1 a mis du temps à se mettre en place, mais au fur et à mesure, on a de nouveaux bugs liés à la mise en conformité Ségur. Et là, récemment, quand même, le dernier bug, c'est que mon logiciel plante à peu près toutes les 3 consultations et que lorsque j'ai appelé la hotline, on m'a expliqué que il fallait que je supprime mon pare-feu pour que ça ne rentre pas en concurrence lorsqu'il va chercher les informations sur vos bases de données. Et donc, au niveau sécurité logicielle, je suis pas sûr que ça améliore beaucoup. Sur l'INS, vous dites, on a des procédures très simples et maintenant, dans la quasi-totalité des cas, alors je suis d'accord avec vous, la quasi-totalité. Il suffit qu'il y ait 2 patients qui plantent dans la journée pour qu'on soit complètement en désarroi. Par exemple, mauvaise date de naissance, il faut désinstaller l'identité du patient pour mettre une identité incertaine pour avoir droit de refaire une consultation qui soit prise en charge au niveau de l'assurance maladie. Et lorsqu'il n'a pas trouvé l'INS une fois, à chaque fois qu'on appelle le patient, il va rechercher dans la banque de données. Ça reprend des minutes et des minutes avant qu'il dise qu'il n'arrive pas à le trouver, qu'il nous propose quelqu'un d'autre, qu'on n'arrive pas à réidentifier puisque c'est pas le bon. Donc c'est quand même pas si simple que ça, et je vous dis 2 fois par jour, rester 10 minutes sur une identité non validée, ça plante la journée. Et dernière chose, beaucoup plus symbolique, vous dites que c'est un coffre-fort numérique qui appartient au patient, je suis bien d'accord, qu'on peut avoir toutes les informations, je suis encore plus d'accord, mais s'il n'y a pas un document de synthèse, en médecine de ville, c'est totalement inexploitable. Et s'il faut que je commence à faire la synthèse des 10, 15 ou 50 documents qui sont dans le dossier parce que le malade en a rajouté de lui-même, c'est absolument ingérable. Donc, prévoyez quand même quelque chose de plus substantiel sur la synthèse et l'envoi automatique des documents sur lequel j'appuie très gentiment à la fin de chaque consultation pour un malade en ALD n'apporte strictement rien à mes confrères. Il est peut-être donc urgent d'attendre et de desserrer le calendrier que vous imposez aux éditeurs ou pas du tout ? Non, absolument pas. Du coup, merci beaucoup pour tous les points que vous soulevez parce qu'ils sont extrêmement pertinents. Et effectivement, de très très loin, les bugs ont été le retour numéro 1 des confrères avec la mise à jour Ségur. C'est-à-dire qu'on sait que c'était des mises à jour importantes. Pour être tout à fait transparent, un certain nombre d'éditeurs ont profité de la mise à jour Ségur pour faire des changements assez structurels dans les logiciels, ce qui a entraîné des instabilités réelles. Et quand on dit qu'on a fait la chasse à ces instabilités et du coup qu'on a vraiment eu des discussions extrêmement rapprochées avec les éditeurs, c'était justement dans l'objectif de solutionner ces bugs. Alors, il y a eu d'ailleurs des mises à jour souvent assez rapprochées, plus pour résoudre les bugs que pour ajouter des nouvelles fonctionnalités au sein des logiciels ou alors pour fluidifier les fonctionnalités. Et donc actuellement, on reste encore dans ce suivi très attentif des bugs. Sur les autres points, concernant l'INS, on sait que la base INS n'est pas parfaite. Il y a encore des travaux d'amélioration à ce sujet. D'ailleurs, du coup, ce qu'on vous conseille, c'est que s'il y a une difficulté concernant la qualification de l'INS d'un patient, c'est de laisser tomber. De le laisser de côté, de pas essayer. Et si jamais vous avez des difficultés qui surviennent, en fait, on a en quelque sorte demandé aux délégués de l'assurance maladie, les délégués numériques de l'assurance maladie, les DNS, anciennement 6, qui ont été massivement formés sur le sujet d'INS et d'être les référents pour qu'ils puissent venir vous assister quand il y a des difficultés de qualification d'un patient donné. Peut-être juste pour conclure, en gros, nous, déjà, ne voyez pas un petit peu notre optimisme et notre emballement, notre enthousiasme, un petit peu notre proportion naturelle à voir le verre à moitié plein pour de l'optimisme naïf. C'est pas du tout ça. En fait, c'est de l'engagement et de la détermination pour effectivement résoudre les problèmes qui nous remontent du terrain. Et on n'a pas réussi à résoudre tous les problèmes. Ce qu'on a réussi, c'est mettre en place une mécanique qui permette aux professionnels de nous remonter ces difficultés et d'avoir de l'écho du côté des éditeurs pour effectivement les résoudre. Merci à toutes les deux, Ella Gariani et puis le docteur Sandra Malac. Un dernier mot de Laurent Debassard pour conclure. Et après on s'arrête. Voilà, pour conclure, je pense que la démarche, et ça, je pense que les clubs utilisateurs ont apporté beaucoup de choses sur ce Ségur numérique et permettent de faire les remontées et de voir en effet ce qui fonctionne pas et que vous ayez justement ce retour
retour avec les copies utilisateurs. Et en effet, je pense qu'il y a un peu de travail sur les DMP, même si en effet on a une synthèse qui est fait automatiquement, qui est demandée, etc. Je pense qu'il y a du travail quand même pour l'accès, la facilité et avoir un vrai usage, parce que en effet le DMP a été alimenté, mais peu de professionnels vont sur le DMP parce que c'est compliqué, c'est peu pratique et que c'est voilà. Donc je pense qu'il y a du travail un petit peu là-dessus. C'est clair qu'on avait le problème du DMP vide, maintenant on a le problème du DMP rempli, et maintenant il faut qu'on fasse en sorte que cette information elle soit utile. Voilà, donc la ligne est tracée, on se reparle à la fin du tome 2. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt évidemment. Merci.